comme vous le savez très bien, en fait, c'est une maladie chronique qui est liée à une hyperglycémie en fait chronique et on va voir quelle physiopathologie de ce diabète. Alors, ce qu'il faut savoir que la définition est purement biologique pour le diabète. Donc, depuis 97, on a abaissé les seuils à 1,26 g. Donc, on parle de diabète à partir d'une valeur d'une glycémie supérieure à 1,26 g par litre, ce qui correspond à 7 millimoles par litre. Donc, ici, il faut exiger une glycémie après 8 heures de jeûne. Généralement, c'est la glycémie veineuse qu'il faut faire. Donc, on ne fait pas une glycémie capillaire pour faire le diagnostic de diabète. La glycémie capillaire par le glucomètre, c'est essentiellement pour surveiller le diabète. Donc, aussi, il y a une autre définition, c'est lorsque la glycémie est supérieure à 2 grammes par litre, à n'importe quel moment de la journée. Et ici, il faut exiger la présence de signes cliniques de diabète, les signes tels que le syndrome polyuropolydipsique et l'asthénie, et puis, ou une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5%. Alors, vous allez dire, est-ce qu'on doit faire, donc, ces trois valeurs, il faut exiger ces trois valeurs pour faire le diagnostic de diabète? La réponse est non. Donc, il suffit d'avoir soit une glycémie à jeun, soit la glycémie postprandiale ou à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 grammes. Et si jamais on a un doute sur le diabète, donc là, on demande l'HbA1c. Parce que l'hémoglobine glyquée, ça sert essentiellement pour voir l'équilibration du diabète durant les 3 derniers mois. Donc là, si on a un doute, on peut demander l'hémoglobine glyquée et en cas de diabète, elle est supérieure à 6,5. Donc, voici un tableau qui résume un petit peu les anomalies de la tolérance glucidique. Donc, tout à l'heure, on a parlé du diabète lorsque l'HbA1c est supérieur à 6,5, une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g, une glycémie aléatoire ou à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 grammes, ou bien on peut aussi utiliser un autre moyen, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est-à-dire la personne doit être à jeun, on va faire la glycémie à jeun après 8 heures de jeûne, puis on va demander à la personne de boire de l'eau sucrée, essentiellement 75 grammes de glucose, et après 2 heures, on va faire la glycémie, donc 2 heures après. Alors, si elle est supérieure à 2 grammes, aussi, ça signifie l'existence d'un diabète. Une personne normale doit avoir une glycémie à jeun strictement inférieure à 1 gramme par litre et une glycémie après 2 heures d'une SGPO inférieure à 1 gramme 40. Alors, il y a ce qu'on appelle l'état de prédiabète, et généralement, le prédiabète précède l'état diabétique. Alors, vous allez dire pourquoi c'est important de faire le diagnostic de prédiabète. C'est important tout simplement parce que si jamais on va faire le diagnostic de prédiabète, on peut en fait prévenir l'évolution vers un vrai diabète. Il suffit de demander à la personne de faire attention à son régime, notamment de diminuer l'apport en glucose, de diminuer tout ce qui est gras et de faire un peu d'activité physique. Donc là, on peut stopper l'évolution d'un prédiabète vers un diabète. Donc le prédiabète, quand même, on peut le prévenir. Alors le prédiabète est défini par une HbA1c entre 5,7 et 6,4%, une glycémie à jeun entre 1 g et 1,25 g, et une glycémie 2 heures après un repas ou après une charge glucidique de 75 grammes entre 1,40 et 2 g. Donc, ce qu'on appelle, c'est un état prédiabétique qui va précéder le véritable diabète. Alors, pour la classification du diabète, quel type de diabète existe? Qu'est-ce qu'on connaît donc par rapport aux étiologies ou par rapport aux différents types de diabète? Le diabète le plus fréquent, c'est ce qu'on appelait avant le diabète non insulinodépendant. Maintenant, on l'appelle le diabète de type 2. Il représente à peu près 95% de l'ensemble des diabètes. Alors après, il y a le diabète de type 1, ou ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant ou le DID. Donc, c'est un diabète qui survient essentiellement chez le sujet jeune qui est traité par insuline. Il y a le diabète qu'on découvre pendant la grossesse, on appelle ça le diabète gestationnel, ou bien les autres types de diabète, notamment les diabètes génétiques, les diabètes secondaires, les diabètes qui sont dus à des médicaments tels que les corticoïdes, et certains diabètes qui sont dus à des phénomènes génétiques. Donc ça, c'est le quatrième type de diabète, c'est ce qu'on appelle le diabète spécifique ou secondaire, notamment à des anomalies génétiques ou à des pathologies, donc endocriniennes ou autres. Madame, Alors, on va... Oui, oui.
Madame, je pense à diabète de type maudit. Alors, le diabète de type maudit, c'est un diabète qui est génétique. C'est un diabète, ce qu'on appelle, donc le yang, ici, c'est du jeune, qui va mimer, il ressemble au parce que le diabète de type maudit, c'est un diabète qui ressemble au diabète de type 2, mais qui survient à un âge jeune. Ça veut dire quoi un âge jeune? Généralement, avant l'âge de 30 ans. Et c'est un diabète qui est autosomique dominant. Donc, il va survenir sur 3 générations. Donc, lorsqu'on va faire l'arbre généalogique, on va trouver un diabète qui survient à un âge jeune, qui ressemble au diabète de type 2, notamment le diabète avec obésité, et qui survient sur 3 générations. Alors, généralement, c'est un diabète qui est dû à des mutations génétiques. Et là, pour le diabète maudit, c'est un diabète qui est très sensible aux sulfamides. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le diagnostic de maudit. Moi, je l'ai mis parce que c'est le diabète génétique le plus fréquent, mais c'est l'affaire de spécialistes généralement. Même les généralistes, ils les adressent pour qu'ils soient traités par des spécialistes. Alors, maintenant, on va passer aux différents types de diabète. Donc, tout d'abord, voici un schéma ou un tableau qui résume le plus fréquent. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, tout à l'heure, j'ai dit le diabète de type 1, on l'appelait avant, c'est le diabète insulinodépendant ou le diabète juvénile ou le diabète maigre. C'est un diabète qui survient avec un début qui est brutal. Donc, généralement, c'est un sujet jeune qui va présenter un diabète de survenue brutale avec un syndrome cardinal. Le syndrome cardinal, c'est-à-dire le syndrome polyuropolydipsique. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'une personne présente un syndrome polyuropolydipsique à partir d'une glycémie supérieure à 1,80 g. Le seuil rénal de la glycémie, c'est 1,80 g. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si la glycémie est supérieure à 1,80 g, on aura une glucosurie dans les urines, donc du glucose dans les urines. Et lorsqu'on a le glucose au niveau urinaire, on aura une perte de l'eau. Donc, on aura ce qu'on appelle une polyurie. La polyurie, par définition, c'est une diurèse supérieure, c'est-à-dire une quantité d'urine qui est supérieure à 3 litres par 24 heures. Donc, on a un début qui est brutal, avec une glycémie qui va s'élever, chez un sujet qui va maigrir, qui est généralement jeune, soit un enfant, soit un adolescent, mais généralement, l'âge ne dépasse pas la vingtaine d'années, et généralement, il va se présenter avec une acétonurie qui est positive. Donc, le diabète de type 1, c'est le diabète du sujet jeune qui est maigre, d'installation brutale et généralement, il est dû à une maladie auto-immune. Donc, il y a une destruction des cellules bêta qui sécrètent l'insuline par un phénomène auto-immun. Généralement, le diabète de type 1, il représente 5% de l'ensemble des diabètes. Alors, le diabète de type 2, c'est le diabète le plus fréquent. En Tunisie, il y a à peu près 15% de la population tunisienne qui présente un diabète de type 2. Donc, le début est généralement progressif. La découverte est généralement fortuite. Pourquoi le début est progressif? Parce qu'on va voir que sur le plan mécanisme et physiopathologie du diabète de type 2, c'est dû essentiellement à une résistance à l'action de l'insuline. Donc, il n'y a pas de déficit important en insuline comme on observe dans le diabète de type 1. Donc, c'est pour ça que le diabète de type 2 met beaucoup de temps pour s'installer. Donc, si on fait le dépistage systématique, comme maintenant, après-demain, il y aura la journée mondiale du diabète, donc on fait des dépistages, des campagnes de dépistage, on peut le retrouver, mais si la glycémie est entre 1,26 g et 1,80 g, la personne peut rester asymptomatique, peut ne pas présenter cette polyurie. Donc, ici, c'est l'intérêt de faire les campagnes de dépistage, notamment pour les patients qui sont obèses, les patients qui ont des antécédents de diabète dans la famille, les patients qui ont des problèmes d'hypertension et d'hypertriglycéridémie, etc. Donc là, il faut faire les campagnes de dépistage pour trouver le diabète à un stade précoce. Donc, ce diabète de type 2, il est anciennement appelé le non-insulinodépendant ou le DNID, ou le diabète de la maturité, ou le diabète gras. Gras parce que généralement, ce sont des personnes qui sont obèses qui présentent le diabète du type 2. Mais ce qu'il faut savoir, qu'actuellement, on voit un rajeunissement des patients diabétiques du type 2. C'est-à-dire, on peut trouver un adolescent ou un enfant qui a une dizaine d'années qui présente un diabète de type 2 à cause de l'obésité. Donc, il y a une modification de l'hygiène de vie, il y a une sédentarité, donc les personnes ne bougent plus comme avant, il y a beaucoup de stress, on mange plus gras et plus sucré, donc on est à risque de faire le diabète
donc de type 2. Donc, même à un âge jeune, même chez l'enfant, on a décrit un cas d'un patient âgé de 3 ans qui a fait un diabète de type 2. Donc, même, ce n'est plus le diabète de type 2 de la maturité de l'âge adulte. Donc, on peut voir les diabétiques de type 2 à un âge jeune. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder ça en esprit pour ne pas passer à côté du diagnostic. Alors, on va commencer par le diabète de type 1. Alors, pour le diabète de type 1, quels sont les mécanismes ou la physiopathologie du diabète de type 1? On a dit tout à l'heure, c'est dû à un phénomène auto-humain. Donc, généralement, c'est une destruction des cellules bêta de l'angorens. Les cellules bêta de l'angorens ou des îlots de l'angorens pancréatique, c'est elles qui sécrètent l'insuline. Donc, si on a des anticorps avec une atteinte auto-immune, notamment du tissu pancréatique, on aura un déficit en insuline. Donc, c'est une maladie qui est auto-immune, qui s'associe aussi à d'autres maladies auto-immunes. Et lorsqu'on regarde de près la physiopathologie du diabète de type 1, ce qu'on sait, c'est qu'il n'existe pas réellement un seul gène qui prédispose à faire un diabète de type 1. Mais il y a ce qu'on appelle une prédisposition génétique. Ça veut dire quoi? Dans les maladies auto-immunes, généralement, il y a ce qu'on appelle la prédisposition génétique. Et cette prédisposition existe ce qu'on appelle dans le système HLA. HLA DR3, DR4. Sinon, ce qu'on sait pour le diabète de type 1, c'est qu'il existe des facteurs qui sont liés à l'environnement et qui peuvent déclencher la réponse auto-immune. Alors, parmi les facteurs environnementaux qui sont décrits pour déclencher un éventuel diabète de type 1, il y a les infections. Et entre autres, il y a les infections virales. Alors, parmi ces infections virales, il y a l'infection donc, de la rubéole, il y a la coxsackie, il y a la grippe. Il y a aussi donc d'autres phénomènes tels que des nutriments. Par exemple, on sait que dans les pays nordiques, parce qu'ils mangent beaucoup de nutriments et beaucoup d'aliments qui sont fumés, ça peut déclencher un phénomène auto-immun. L'exposition donc précoce aux protéines de lait de vache, par exemple, pour les femmes qui n'allaitent pas leurs enfants et qui commencent donc un allaitement artificiel avec le lait de vache essentiellement, ces enfants ou ces nouveau-nés ou ces nourrissants peuvent développer une réaction immunitaire contre les cellules bêta. Alors, cette réponse auto-immune va être mise en évidence, notamment par l'existence d'auto-anticorps. Donc, ces auto-anticorps, il y en a plusieurs. On va voir quels sont les principaux anticorps qu'on retrouve chez la personne qui présente un diabète de type 1. Et généralement, on a deux types de réponses immunitaires, c'est-à-dire il y a l'infection, il y a le facteur déclenchant. Ça peut être le stress, hein. On le sait, par exemple, dans les périodes d'examen, généralement, il y a beaucoup de diabète de type 1 qui vont surgir. Donc, le stress aussi déclenche les maladies auto-immunes. Donc, il y aura au début une réponse humorale. Une réponse humorale, c'est-à-dire on peut détecter au début les auto-anticorps qui sont dirigés contre des antigènes à la surface des cellules bêta. Et deuxièmement, on aura le phénomène auto-immun in situ, notamment au niveau des cellules bêta, avec une infiltration des cellules bêta par les CD4, les CD8, les lymphocytes, etc. À un certain moment de l'évolution, oui. Madame Samar, mais juste le rythme, il est un peu rapide. Ben, c'est une partie, c'est vrai, qui est un peu difficile. Alors, il y a des facteurs génétiques, une prédisposition dans le système HLA. Mais il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'environnement. Le facteur environnemental le plus fréquemment incriminé dans le diabète de type 1, ce sont les infections, notamment les infections virales. Donc, après l'infection virale, il y a un phénomène auto-immun qui va être déclenché. La première réponse auto-immune qui va être déclenchée, c'est une réponse qui est humorale, c'est-à-dire qui est liée à la présence d'auto-anticorps au niveau du sérum. Secondo, donc après, il y aura une infiltration lymphocytaire des cellules bêta. Cette infiltration lymphocytaire va se multiplier et à un certain moment, il y aura une destruction des cellules bêta. Alors, lorsqu'on a une infiltration avec une destruction des cellules bêta qui avoisine les 90% de l'ensemble des cellules bêta fonctionnelles, on aura l'augmentation de la glycémie avec le déficit insulinique et l'augmentation de la glycémie. Donc, les auto-anticorps peuvent être mis en évidence des années avant l'hyperglycémie et avant l'augmentation de la glycémie. Donc, ça, c'est pour le diabète de type 1. Mais ça, c'est très simplifié. Mais en fin de compte, c'est plus
C'est plus complexe que ça, hein. J'ai essayé de simplifier la réponse auto-immune, etc. Mais, alors, pour le diabète de type 1, comment on met en évidence l'auto-immunité? C'est grâce au dosage des auto-anticorps, quelle que soit la maladie auto-immune. Pour dire que c'est une maladie auto-immune, généralement, il y a des anticorps qui sont spécifiques à la maladie. Alors, dans le diabète de type 1, il y en a plusieurs types d'anticorps. Alors, parmi ces anticorps, il y a ce qu'on appelle, qu'on peut doser en Tunisie, par exemple dans les laboratoires, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les laboratoires privés. Il y a ce qu'on appelle les anticorps anti-ILO ou anti-islet cell antibody, donc les ECA. Il y a ce qu'on appelle les anticorps anti-glutamate acide décarboxylase, les anti-GAD. Et en fait, les anticorps anti-GAD sont les anticorps les plus positifs. Il y a ce qu'on appelle les auto-anticorps anti-insuline, qui peuvent aussi être positifs, qui sont très spécifiques, des anti-insulines notamment chez l'enfant. Un point très important par rapport à ces anticorps anti-insuline, c'est qu'il faut faire le dosage avant l'insulinothérapie. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, se présente aux urgences avec un diabète de type 1, une hyperglycémie, donc on fait le diagnostic de diabète de type 1, avant de donner de l'insuline, il faut doser les auto-anticorps anti-insuline. Les autres, doser même après l'insulinothérapie. Pourquoi? Parce que les auto-anticorps anti-insuline sont positifs chez l'enfant avant l'insulinothérapie, mais si jamais on va faire ces auto-anticorps après l'insulinothérapie, aussi, ils vont être positifs. Ça veut dire quoi? Parce que l'organisme, lorsqu'il va être traité par de l'insuline, il peut faire des anticorps anti-insuline. Donc, l'intérêt des anticorps anti-insuline, c'est avant l'insulinothérapie. Sinon, si jamais la personne est déjà traitée par insuline, ça sert absolument à rien parce que de toutes les manières, ces auto-anticorps vont se positiver. Donc ça, c'est un élément très important par rapport aux anti-insulines. Sinon, le quatrième type d'anticorps qu'on dose en Tunisie, c'est les anti-IA2 qui peuvent être positifs dans 50% des cas. Ces auto-anticorps, est-ce qu'on les dose pour tous les patients diabétiques de type 1? La réponse est non. Et non, parce que si jamais la personne se présente avec un diabète de type 1, vraiment très caractéristique chez un sujet jeune, quelqu'un qui a maigri, un syndrome polydipsique qui est vraiment donc aux yeux, etc., le diagnostic de diabète de type 1 est fait sur la clinique. Fait pas. Donc, si jamais on a un doute, ou si jamais on peut faire ces dosages, parce que ça peut... مادام الصوت عندك متقطع Oui. ما نعرفش كان نسمع فيك كان اني ولا مي الصوت عندك متقطع. اي متقطع. اي حتى هوني زاد. سلايد vous la voyez تسمعوا فيا توا. أيمن مادام نسمعوا فيك اما مقطع على الاخر اما سلايد راهو فيها. Alors, peut-être que pour les auto-anticorps, est-ce qu'il faut les doser ou pas? La réponse est non. On ne la fait pas de façon systématique. On l'a fait essentiellement si jamais on a un doute sur le diagnostic. Sinon, le diagnostic de diabète de type 1 est un diagnostic qui est clinique avec une hyperglycémie chez les sujets jeunes. Donc, généralement, on ne fait pas d'anticorps sauf si on a un doute. Ce qu'il faut rechercher, un diabète de type 1 d'origine auto-immune, ce sont les autres maladies auto-immunes. Alors, parmi les maladies auto-immunes qu'il faut rechercher, il y a ce qu'on appelle le vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie qui est dermatologique. Donc, c'est une maladie qui est dermatologique avec, donc, en fait, on va avoir des taches qui sont blanches. Le vitiligo, ça se présente avec une atteinte dermatologique des taches qui sont blanches, avec une dépigmentation. C'est la maladie dermatologique la plus fréquemment associée au diabète du type 1. Sinon, il y a la maladie cœliaque avec l'allergie au gluten, donc s'associe aussi au diabète de type 1. Sinon, les autres maladies, notamment auto-immunes, telles que les thyroïdites et les affections thyroïdiennes. Aussi, ça s'associe de façon fréquente chez le diabétique de type 1. Alors, quels sont les signes cliniques? Tout à l'heure, on a parlé. Oui. Avant de poser le diagnostic, il faut faire un diagnostic différentiel entre les maladies comme le diabète type 1 ou le diabète type 1 نلقاهم مع les maladies. C'est une association possible avec les autres maladies auto-immunes. Donc, à chaque fois qu'on a un diabète de type 1, il faut s'acharner à rechercher une maladie auto-immune associée à ce diabète de type 1.
Donc, telles que le vitiligo, la maladie cœliaque et les maladies thyroïdiennes. Donc, on les cherche de façon systématique. Alors, pour les signes cliniques, donc tout à l'heure, on a dit généralement c'est un début qui est brutal parce qu'il y a une hyperglycémie qui va s'installer au bout de quelques semaines avec un syndrome polyuropolydipsique important et un amaigrissement important parce que la personne va perdre beaucoup de glucose. Qui perd de glucose va perdre des calories et on peut avoir un amaigrissement qui peut aller jusqu'à une dizaine de kilos en quelques semaines. Donc ici, lorsque on est aux urgences et on a un diabète qui vient d'être diagnostiqué avec une hyperglycémie, il faut voir le terrain. Alors, si la personne est jeune, avec un début rapide, sans obésité, sans antécédent dans la famille de diabète, qui a un syndrome polyuropolydipsique d'installation brutale et un amaigrissement important, on peut dire qu'il s'agit d'un diabète de type 1. Si on a un doute, il faut demander les auto-anticorps. Alors, biologique, donc généralement, on a une glycémie qui est supérieure à 3 grammes. Au début de la maladie, il faut toujours rechercher la cétonurie avec la glucosurie positive. Et si on dose l'insulinémie, tout à l'heure, on a dit qu'il y a un déficit en insuline. Donc l'insulinémie, généralement, les auto-anticorps sont positifs, mais ça aussi, un élément très important. Avec le temps, ces anticorps vont se négatifs. Les anticorps anti-GAD, anti-kilo et anti-insuline vont se négativer. Madame. Madame, سامحني ما نقدر Oui. نسمعك جملة. Partie par les Exactement, votre voix est mal entendue. تو تسمعوا فيا connexion. تو تسمعوا فيا مدام نسمعوا فيك أما الصوت متقطع يا بروبليم دو كونيكسيون. تو فيا متقطع مازال suspendu. اي مازال متقطع. Les auto-anticorps au début de la maladie sont positifs. مادام مش نسمع فيك راه. مدام فاي مازال فما مشكلة. Les anticorps au début de la maladie sont positifs. Après, ils sont négatifs. تو تسمعوا فيا تتحلل السينال ساعات. D'accord. Alors, le diabète de type 2, c'est le diabète de type 2. Le type 2, donc, il représente les 15%, mais c'est un fait publié. C'est pour ça, donc, j'ai mis les 10% de la population tunisienne, c'est le chiffre qui est publié, mais on vient de voir que le diabète existe chez 15% de la population tunisienne. La pathologie du diabète de type 2. Madame. Donc, oui. Madame, s'il vous plaît, والله مش قاعد نسمع فيك والله. Comment? تسمع فيك. مدام الكاليتي خايبة برشا متاع الصوت. مادام دو تيل سورت يبدا الصوت ماشي متقطع كيما ساعات كيف منعرفش ماشي متقطع الصوت معناها الجملة ما توصلش كاملة. Je vais essayer de مدام حاول تبدل القناة وتنحي الفيديو باش الكونيكسيون تمشي خير. شنو هي الفيديو تنحى؟ باهي داكور باهي داكور. Alors, باهي تسمعوا فيا توا؟
Alors, pour la physiopathologie du diabète de type 2, donc, généralement, il y a une insulino-résistance et il y a un déficit qui va s'installer. نعم. الديابو اللي قبلها ما سمعناكش شنو قلت فيها. هذه ما فيهاش شيء، c'est l'épidémiologie. قلنا 10%. Alors, تحب نرجع les anticorps. Alors, pour les auto-anticorps, les auto-anticorps sont positifs au début de la maladie, mais avec le temps, ils vont se négativer. Allez, ils vont se négativer parce que les antigènes à la surface des cellules bêta vont diminuer parce que les cellules bêta vont être détruites par le phénomène auto-humain. Donc, il y a en fait un phénomène qui est progressif. Donc, on aura une destruction qui va se faire avec le temps, puis il y aura les cellules qui vont diminuer, les antigènes qui diminuent, les anticorps qui diminuent. Donc, au début de la maladie, les auto-anticorps sont positifs, mais si on fait ces auto-anticorps après une... Alors, le diabète de type 2, j'ai mis 10%, mais en réalité, c'est 15%, mais le chiffre de 15% n'est pas publié. Alors, pour la physiopathologie du diabète de type 2, il y a une résistance à l'action de l'insuline avec un déficit qui va s'installer progressivement. Donc, voici l'insulino-résistance donc au cœur du diabète de type 2. Alors, ce qu'il faut savoir, que dans le diabète du type 2, il y a les facteurs génétiques, il y a l'hérédité familiale, et généralement, avec cette hérédité, donc il faut chercher les antécédents familiaux de diabète de type 2. Il y a les facteurs qui sont liés à l'environnement. Alors, parmi ces facteurs, il y a la sédentarité, le fait de ne pas bouger, ne pas faire de l'activité physique. Il y a l'alimentation qui est riche en glucides et en lipides. Il y a l'obésité, etc. Donc, on aura au début de la maladie, avec cette obésité, donc l'insuline qui est sécrétée de façon normale chez la personne diabétique de type 2, mais il y a une résistance au niveau des récepteurs, c'est-à-dire les récepteurs ne sont pas fonctionnels. Soit qu'il a une anomalie morphologique, soit qu'ils sont diminués en nombre. Donc, l'insuline est là, mais elle ne fonctionne pas de façon correcte. Donc, voici l'histoire naturelle du diabète de type 2. Donc, on a cette insulino-résistance. Au début de la maladie, on aura une sécrétion d'insuline qui va augmenter. Pourquoi elle va augmenter? Parce que la sécrétion au début de l'insuline, elle n'est pas affectée. Alors, si l'insuline est là et que le récepteur ne fonctionne pas, le rôle de l'insuline, c'est quoi? C'est de faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Alors, si l'insuline est là et qu'elle ne fonctionne pas de façon correcte, son récepteur est défaillant, il y aura une augmentation de la glycémie. Alors, si on a une augmentation de la glycémie, ce signal va être transféré vers les cellules bêta et on aura une sécrétion de l'insuline qui va être majorée. Donc, au début de la maladie, donc avant le diabète, on a ce qu'on appelle un hyperinsulinisme. Alors, l'hyperinsulinisme, on aura, en fait, à un certain moment, le pancréas va être dépassé, il y aura un épuisement de la cellule bêta, il y aura une diminution de la sécrétion d'insuline. Donc, vu que la cellule bêta va être défaillante, donc elle reste pendant des années à pomper de l'insuline, à un certain moment, il y aura un échappement avec un épuisement de la cellule bêta. Donc, on commence à avoir le déficit en insuline. Alors, à partir du moment où on a un déficit en insuline, oh là là. Le direct. Je vais rouvrir et repartager. Vous voyez la présentation? Non. استني باش نشوف la présentation خاطر هربت. نشوف. Une seconde. Alors, venez. Vous voyez le cours? Oui, madame. Oui, madame. Ok.
نرجع للسلايد هذه. Donc, il y a la sécrétion d'insuline qui est augmentée au début, puis il y a un épuisement de la cellule bêta avec un déficit en sécrétion d'insuline. À un certain moment de l'évolution, on aura à peu près 50% de l'ensemble des cellules bêta qui sont plus fonctionnelles. Donc là, on aura une augmentation de la glycémie. Donc la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. Ce qu'on sait aussi, ça c'est un élément très important, c'est qu'il existe une corrélation, c'est-à-dire une relation positive entre les complications macrovasculaires et les glycémies postprandiales. La même chose, il y a une corrélation entre les complications microvasculaires et la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, plus elle est élevée, plus on est à risque de faire des complications microvasculaires. Microvasculaires telles que la rétinopathie et la néphropathie. Et la glycémie postprandiale, plus elle est élevée, plus il y a du stress oxydatif, plus on peut faire des complications macrovasculaires, notamment l'atteinte coronarienne, l'atteinte, c'est-à-dire des gros vaisseaux, cérébral, rénal, etc. Donc ça aussi, c'est un élément important. Alors, sur le plan clinique, généralement, le diabète de type 2, tout à l'heure, mais qui m'a comme on peut voir le diabète de type 2 même à un âge jeune, même chez l'adolescent, mais généralement, l'âge de survenue, il est supérieur à 40 ans. Chez des patients qui présentent une obésité, avec des antécédents familiaux de diabète de type 2, et généralement, il faut rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'hypertension artérielle. L'évolution, tout à l'heure, on l'a vu, donc on voit ici, par exemple, la sécrétion d'insuline. Avec le temps, il y aura un déficit donc en insuline, avec un déficit qui est relatif en insuline. Ce déficit, il est lié à l'hyperglycémie elle-même. La glycémie, lorsqu'elle va s'élever, elle est néfaste pour l'endothélium, mais aussi pour les cellules pancréatiques. Donc, le glucose en excès va être toxique pour la cellule bêta. Il va créer ce qu'on appelle une glucotoxicité et ça va donc il y a un problème avec la présentation. Il y a un retentissement sur la sécrétion d'insuline. Donc la sécrétion d'insuline qui va donc se faire de façon progressive. Oh là là. Alors, عودة سكرت. B. Donc ça par rapport à la physiopathologie. Maintenant, on va aller plus vite. On va aller plus vite. Alors, les autres types de diabète, il y a le diabète gestationnel. Tout à l'heure, on a parlé du diabète gestationnel, c'est tout diabète qui est découvert pendant la grossesse. Il y a ce qu'on appelle les diabètes génétiques, notamment le maudit, tout à l'heure on l'a dit, c'est un diabète qui ressemble au diabète de type 2 avec une survenue autosomique dominante sur 3 générations et un âge qui est généralement inférieur à 25 ans. Ça, je ne vous demande pas de retenir le diabète génétique. C'est juste, je l'ai mis parce que c'est quand même, c'est fréquent. Hein. Le diabète maudit, c'est fréquent. Sinon, ce qu'il faut retenir sont les diabètes secondaires. Il y a ce qu'on appelle les diabètes qui sont dus à une atteinte pancréatique. Donc, vous imaginez le pancréas qui sécrète l'insuline. Alors, si jamais on a une chirurgie du pancréas, une pancréatite chronique, un cancer du pancréas, donc ça peut retentir sur la sécrétion d'insuline et on peut avoir ce qu'on appelle un diabète secondaire. Il y a certaines endocrinopathies, des maladies endocriniennes, telles que l'hypercorticisme, l'hyperthyroïdie, l'acromégalie. L'acromégalie, c'est l'hypersécrétion de la GH, qui peuvent donner aussi un diabète secondaire. Et puis, on a les diabètes iatrogènes, tels que les corticoïdes. Oh là là, ça devient gênant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la présentation. C'est le direct à l'oral. Je vais la copier, la mettre sur le bureau. Hein. Une seconde. Alors, il est là.
B. Voilà, le diabète, autre type de diabète, le diabète secondaire. Alors, on a les médicaments tels que les corticoïdes. Alors, généralement, les corticoïdes donnent un diabète secondaire lorsqu'ils sont administrés par voie systémique, c'est-à-dire les comprimés, les injections. Les voies topiques, telles que par exemple les pommades, ils peuvent donner un diabète iatrogène, mais lorsque la surface de contact est très importante. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie dermatologique telle que le psoriasis, avec donc une peau qui est macérée et lorsqu'on met beaucoup de pommades, ça peut passer. Aussi, les corticoïdes inhalés, à forte dose, on peut avoir un diabète, mais qui est généralement léger. Mais généralement, c'est la corticothérapie par voie générale. Et bien sûr, ça dépend de la dose. Plus la dose est importante, plus on est à risque de faire un diabète secondaire. Sinon, il y a les diurétiques thiazidiques. Il y a les ostroprogestatifs qui peuvent donner aussi un diabète secondaire. Donc, les diurétiques thiazidiques, le mécanisme, c'est l'hypocalémie. Hein. Donc, on sait que l'hypocalémie favorise l'insulinorésistance. Sinon, la pilule ostroprogestative, cette pilule ostroprogestative qu'on donne pour la femme enceinte, peut donner aussi un diabète secondaire. Donc, c'est pour ça c'est intéressant de chercher à l'interrogatoire, est-ce que la personne a reçu des corticoïdes, est-ce qu'elle est sous diurétique, est-ce que la femme présente comme moyen de contraception une pilule ostroprogestative. C'est important aussi. Alors, le traitement du diabète de façon générale. Donc, tout d'abord, les moyens. Avant les moyens, donc, il faut fixer les objectifs. Donc, il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète secondaire. Pour le diabète de type 1, donc, généralement, on va fixer les glycémies à jeun parce que ça survient essentiellement chez le jeune. Donc, il faut avoir une glycémie à jeun entre 1 g et 1 g 2, une glycémie postprandiale entre 1,2 et 1,6 g et une HbA1c qui doit être inférieure à 7%. En même temps, il faut éviter les hypoglycémies, notamment inférieures à 0,7. Donc, de façon générale, l'hypoglycémie chez un non-diabétique est définie par une glycémie inférieure à 0,5 g par litre. En cas de contexte de diabète, on élève le seuil. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à 0,5, mais on part d'hypoglycémie chez le diabétique à partir d'un seuil inférieur à 0,7 g par litre. Donc, certes, il faut équilibrer le diabète, mais aussi il faut éviter et ne pas induire d'hypoglycémie. Alors, il y a les conseils diététiques de façon générale. Il faut éviter les sucres rapides qu'on retrouve dans les pâtisseries. Il faut éviter l'excès en sucre lent. Il y a 3 types d'insuline. Il y a l'insuline lente, l'insuline lente et l'insuline rapide. Ça, c'est pour l'insulinothérapie. On va la voir. Alors, pour les différents types d'insuline, on a ce qu'on appelle les analogues et on a l'insuline humaine. Alors, pour les analogues, on a les analogues rapides et les analogues lents. Pour l'insuline rapide, donc l'acte rapide, c'est une insuline qui est humaine. Généralement, le délai d'action au bout de 30 minutes. La durée d'action, j'ai mis 4 à 6 heures, mais il y a une variabilité interindividuelle. Ça peut aller jusqu'à 8 heures, voire même plus que 8 heures. Donc, l'acte rapide, l'insuline humaine, de façon générale, donne plus d'hypoglycémie que les analogues. Les analogues rapides, il y en a 3. En Tunisie, on a 2, on a la Novorapide et l'Apidra, mais sinon il y a l'Humalog. Et l'avantage des analogues rapides par rapport à l'insuline rapide humaine, c'est le délai d'action. Donc généralement, on fait l'injection 5 à 10 minutes avant le repas et la durée d'action, généralement 3 à 4 heures. Donc ça donne moins d'hypoglycémie que l'acte rapide. Il y a l'insuline aussi humaine semi-lente, ce qu'on appelle l'insulatar, avec une durée d'action qui peut aller jusqu'à 12 à 16 heures, avec un pic précoce. Puis, il y aura une diminution de l'action avec le temps. On a l'insuline lente. Donc, sur le marché, on n'a que des analogues lents. On a 2 types d'analogues qui existent sur le marché tunisien. L'insuline glargine 100, ou ce qu'on appelle le Lantus, et l'insuline détémir, ou ce qu'on appelle le Lévémir. Donc, ce sont des injections qui sont données généralement le soir. Ça couvre généralement les 24 heures. Ce sont des insulines qui vont en plateau. Donc, généralement, ils ne dépendent pas des heures de repas. On peut les administrer à n'importe quel moment du soir. Généralement, on les donne en bedtime, c'est-à-dire le soir, pour couvrir le maximum et pour agir sur la glycémie à jeun. Mais ce sont des glycémies qui agissent en plateau. Donc, il n'y a pas de pic. Et c'est pour ça, généralement, ils sont indépendants des repas. Donc, on peut les administrer soit avant les repas, soit après les repas. 2 autres types d'insuline, ce qu'on appelle les ultra-lentes, sont des Il y a l'insuline glargine 300, ce qu'on appelle l'insuline Tougeo.
on fait une insuline glargine qui est plus concentrée, dont la durée d'action peut aller jusqu'à 36 heures, et l'insuline Tresiba ou Digludec, qui peut aller jusqu'à 48 heures. Donc, ce sont des insulines qui sont administrées toutes les 36 heures, et c'est des ultra-lentes qui sont très stables dans le temps. Et puis, on a les insulines prémixées. Prémixées, c'est-à-dire qu'ils contiennent de l'insuline rapide. On a l'insuline humaine, telle que le Mixtar. Lorsqu'on trouve 30%, c'est-à-dire 30% de rapide. Et on a un analogue, c'est le Novomix, qui contient la Novorapide. Il contient aussi 30% de Novorapide. Ça, c'est ce qu'on appelle les insulines prémixées. Donc, généralement, il y a un pourcentage qui est préfixé du rapide donc dans cette insuline. Généralement, les prémixés sont donnés avant les repas parce qu'ils contiennent de l'insuline rapide. Donc, c'est pour agir sur la glycémie postprandiale. Alors, quelles sont les règles de... Oui. Oui. مادام شنو الانتري انه تكون رابيد وسيميلونت ولونت علاش ما يكونوش الكوليكيه معناها نعرفش مثلا رابيد وكاو علاش فما Je vais vous montrer des schémas. Comme les règles. Hein. Alors, ça couvre les règles de prescription, ça couvre les 24 heures. Donc, quelqu'un qui est diabétique de type 1, on va dire de façon schématique, il n'a pas d'insuline dans l'organisme. Donc, on doit mimer la sécrétion d'insuline. Alors, la sécrétion endogène d'insuline, elle est comment? Voilà, donc c'est essentiellement ça. Donc, généralement, la glycémie s'élève après les repas. Donc, si elle va s'élever après le repas avec l'hydrate de carbone consommé dans les repas, donc, il faut donner une quantité d'insuline rapide pour abaisser cette glycémie postprandiale, cette glycémie après le repas. Et on va donner de l'insuline lente pour diminuer les glycémies préprandiales et les glycémies à jeun. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner deux types d'insuline. Généralement, une insuline qui va couvrir la postprandiale, c'est généralement l'insuline rapide parce qu'il y a un pic glycémique et il faut donner une dose plus importante d'insuline que le reste de la journée. Il faut donner une insuline qui est lente, qui va couvrir la glycémie le soir et la glycémie à jeun. Donc, c'est pour ça qu'on donne de la rapide pour les glycémies postprandiales et l'insuline lente pour les glycémies préprandiales et les glycémies à jeun. Donc, c'est pour ça qu'on donne les deux. Alors, l'injection, elle se fait en sous-cutanée de manière générale. Mais on va voir au cours prochain, par exemple, les acidocétoses ou les complications aiguës, dans les urgences, etc., on donne des injections par voie systémique, notamment par voie intraveineuse ou par PAMP ou en intramusculaire. Mais de façon générale, quelqu'un qui est chez lui, qui va se traiter par de l'insuline, on donne des injections sous-cutanées. Il faut faire la rotation des sites. La rotation des sites, notamment au niveau des bras, du ventre, des cuisses. Donc, pour éviter ce qu'on appelle la lipodystrophie, pour qu'il n'y ait pas durcissement de la peau, parce qu'on peut avoir, en fait, c'est comme des boules, hein, des tuméfactions à cause d'une injection dans le même site. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire une rotation. Donc, le matin, par exemple, au niveau du bras, le soir, au niveau de la jambe, le lendemain, au niveau du ventre. Et lorsqu'on va refaire au niveau du bras, il faut s'éloigner au moins de 2 doigts. Il ne faut pas s'injecter dans le même endroit. L'injection doit se faire de façon perpendiculaire pour éviter, en fait, ces tuméfactions. Il faut aussi avoir un glucomètre pour s'auto-surveiller. Je m'en ai s'auto-surveiller. Je m'en ai des glycémies à jeun, des glycémies postprandiales. Alors, si jamais la glycémie postprandiale est élevée, donc là, il faut donner il faut augmenter la dose du rapide. Si la glycémie à jeun est élevée, par exemple, le matin à jeun, ce qu'il faut augmenter, c'est la dose du soir, de l'insuline lente. Donc, essentiellement, l'autosurveillance sert pour adapter les doses d'insuline. Bien sûr, il faut éviter les hypoglycémies. Tout à l'heure, on l'a dit. Donc, voici les schémas pour un diabétique de type 1. Donc, soit qu'on va donner de l'insuline, si par exemple, la personne ne peut pas avoir une prise en charge, par exemple, parce que les analogues, ça coûte cher. Donc, ici, on va donner de l'insuline acte rapide. Donc, avant chaque repas, on va donner entre 4 et 6 unités acte rapide. À midi, donc le matin à midi et le repas du soir. Et le soir, on peut donner une NPH, de l'insulatar, pour couvrir jusqu'au lendemain. Quelqu'un qui présente une prise en charge et qui peut acheter des analogues, donc on va donner un analogue rapide pour abaisser la glycémie de chaque repas et on va donner un analogue le soir pour couvrir les 24 heures.
Donc, vous allez dire pourquoi on donne l'analogue le soir. L'analogue lent, pourquoi il est donné le soir? Tout simplement parce qu'aussi, vous allez voir ça en pharmacologie, on a noté ce qu'on appelle une variabilité intra-individuelle. Donc, il y a des personnes où il inter, les deux. Il y a des personnes où l'insuline, par exemple, lentus, ne couvre pas les 24 heures. Elle couvre uniquement les 20 heures. Donc, l'aînée ici, elle va couvrir 20 heures. Si on va donner, par exemple, l'insuline le matin, donc, si on va donner, par exemple, à 8 heures du matin, elle va couvrir le patient jusqu'à 4 heures du matin du lendemain. Donc, la personne va rester quand même un petit moment, disant qu'il n'est pas couvert. Alors qu'il est diabétique de type 1. Et le soir, on dort, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des injections. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne le soir pour garantir un abaissement de la glycémie à jeun le matin. Et pendant la journée, de toutes les manières, on a l'insuline rapide qu'on va administrer pour abaisser les glycémies postprandiales et qui peut couvrir donc les heures entre les repas. Donc, c'est pour ça qu'on dit en bedtime. Le bed, c'est the bed, c'est le lit. C'est le bedtime, c'est-à-dire c'est l'heure de dormir. Donc, ça, c'est important. Alors, l'autosurveillance, donc généralement, on fait des glycémies préprandiales et des glycémies postprandiales. Généralement, c'est à l'aide d'un glucomètre et on recommande, notamment pour les diabétiques du type 1, d'acheter un glucomètre pour s'autosurveiller et adapter les doses d'insuline. Alors, les antidiabétiques oraux, on va passer au diabète de type 2. Pour les antidiabétiques oraux, on a plusieurs classes thérapeutiques. Les antidiabétiques oraux sont donnés pour le diabétique de type 2. مدام Aussi, oui, مدام نجم نقول حاجة ما يسالش oui. مادام الريتم شوية اكسيليري دو تيل سورت ما نضيعوا شوية معناها مساش تمشي بشوية. Ben, donc, de toute façon, vous allez Merci avoir le beaucoup. cours de rien. Thomas, le mécanisme d'action, il commence à agir, etc. Je vois le pharmaco. Un diabétique de type 1, puisqu'il n'a pas d'insuline, il doit être couvert. Pour qu'il soit couvert, il y a de l'insuline rapide pour abaisser la glycémie postprandiale et de l'insuline lente pour couvrir les 24 heures. Avec c'est la règle générale. B. Où la personne doit faire de l'autosurveillance avec un glucomètre. Le glucomètre pour mesurer les glycémies à jeun et postprandiales pour ce qu'on appelle adapter les doses d'insuline. B. Maintenant, pour le traitement du diabète de type 2. Généralement, on va donner des antidiabétiques oraux qui sont associés au régime. Le régime, notamment un régime qui est pauvre en hydrates de carbone, donc il faut diminuer l'apport en sucre rapide et diminuer l'apport en sucre lent. Sucre lent, on fait le pain, au niveau du pain, au niveau des pâtes, etc. En même temps, la personne doit faire de l'exercice physique pour les du type 2 sont généralement obèses, donc au moins 30 minutes de marche par jour. Et après, on va, à côté des mesures régionodiététiques, on va associer les médicaments. Alors, voici les classes thérapeutiques qui existent sur le marché. Il y a les biguanides, donc vous allez voir ça aussi en pharmaco de façon détaillée, notamment la metformine, c'est le chef de file, le glucophage. Il y a les sulfamides hypoglycémiants. Alors, ils agissent en stimulant la sécrétion d'insuline au niveau des récepteurs et des canaux donc, potassiques au niveau de la cellule bêta, notamment le SUR1. Donc, ils vont ouvrir les canaux, ils vont faire sécréter donc l'insuline. Il y a les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. C'est une classe thérapeutique qui inhibe une enzyme qui est l'alpha-glucosidase. Cette enzyme existe au niveau essentiellement intestinal. Généralement, le glucose qui est ingéré au niveau d'un repas, il va passer au niveau de l'intestin. Et au niveau de l'intestin, donc, il va donc être sous forme de ce qu'on appelle des polysaccharides. Donc, pour que ces polysaccharides soient absorbés au niveau intestinal, il faut qu'ils soient clivés en monosaccharides. Donc, pour passer des polysaccharides au niveau intestinal à des monosaccharides, il faut cette enzyme, l'alpha-glucosidase. Donc, si on va donner des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, on va empêcher le clivage des polysaccharides en monosaccharides et on va empêcher l'absorption du glucose au niveau intestinal. Il y a une autre classe, les glynides. Les glynides, c'est ce qu'on appelle aussi les apparentés des sulfamides. Ils agissent comme les sulfamides. Ils augmentent la sécrétion d'insuline. La particularité des glynides, c'est la durée d'action qui est très courte. Donc, généralement, ce sont des médicaments
qui agissent, qui ne dépassent pas les 4 heures. Donc, on les donne pour abaisser la glycémie postprandiale. La même chose pour les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, puisque ça va empêcher cette enzyme donc, de travailler. Donc, ça va diminuer l'absorption du glucose. Donc, ça va diminuer la glycémie postprandiale après l'ingestion d'un repas. Il y a ce qu'on appelle les thiazolidine-diones. On va voir, ce sont des insulinosensibilisateurs, comme les biguanides. Ils augmentent la sensibilité à l'action de l'insuline, mais ils sont plus commercialisés en Tunisie. Mais il existe encore aux États-Unis et en Europe. Il y a ce qu'on appelle les incrétinomimétiques. On va voir, c'est une classe qui est très intéressante, qui existe sur le marché international et sur le marché tunisien. Et cette nouvelle, la toute nouvelle classe thérapeutique, ce qu'on appelle les inhibiteurs SGLT2, on va voir comment ça fonctionne. Donc, Madame, les biguanides. Oui. Oui. Madame, احنا قلنا في التيب 2 اللي les récepteurs ne sont pas fonctionnels. معناها كيفاش نعطيو un médicament qui stimule la sécrétion de l'insuline معناها مش نستفيدوا بحد شيء. كيف؟ ما فهمتكش عاودي. مدام معناتها احنا قلنا انه les récepteurs ne sont pas fonctionnels في التيب 2. كي نعطيو ان ميديكامون كي ستيمول لا سكريسيون دو لانسولين معناها ما احناش باش نربحوا حتى شيء خاطر معناها مش باش تفكس على الريسبتور نتاعها في الاخر. هو فما l'anomalie des récepteurs, mais bah, ce qui donne l'hyperglycémie, c'est pas les anomalies des récepteurs, alors c'est le déficit en insuline. Donc il n'y a pas assez d'insuline. Donc ces sulfamides, ils vont essayer de pomper, de stimuler la cellule bêta pour encore sécréter de l'insuline. Et parce que les récepteurs sont là. Au début, ils ne sont pas sollicités. Mais après, le problème, c'est le déficit en insuline. Le problème majeur qui élève la glycémie, ce n'est pas l'insulinorésistance, c'est le déficit en insuline. Alors, les récepteurs en nombre, c'est vrai, ils sont diminués. Mais puisque l'insuline est diminuée, ils ne sont pas tous sollicités. Donc, avec les sulfamides et les glinides, on va augmenter la sécrétion d'insuline. Donc, on va augmenter la quantité d'insuline qui va se fixer sur les récepteurs qui restent libres. Bien sûr, ce n'est pas le seul médicament. Hein. Les sulfamides à eux seuls, ils ne font rien. Ils les associent avec d'autres médicaments. Avec Alech Milloul, un biguanide, on va voir comment on prescrit les médicaments pour les diabétiques. Donc, on donne un biguanide qui va augmenter la sensibilité à l'action de l'insuline. Il va améliorer les récepteurs, notamment périphériques. On bat en deuxième intention les sulfamides, ou l'insuline, ou les autres médicaments. Mais le premier médicament qu'on donne pour ces personnes, c'est les biguanides pour améliorer déjà le terrain pour pouvoir fonctionner correctement. Merci, madame. J'en prie. Alors, pour les biguanides, Docteur Tafoura, c'est le premier médicament qui est prescrit chez le diabétique. C'est le glucophage ou la metformine. Généralement, il est donné de façon progressive à raison de 2 à 3 comprimés par jour. Puis, les contre-indications, c'est essentiellement, il faut respecter les contre-indications, notamment l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique et l'insuffisance cardiaque. Donc, il faut se méfier de l'insuffisance parce que le problème, c'est l'accumulation de glucophage dans l'organisme si on a ce type d'insuffisance. Et s'il y a une accumulation de ce produit, la metformine, ça contient des lactates et ça donne une acidose lactique. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les contre-indications. Alors, les sulfamides hypoglycémiants, le glibenclamide, c'est le premier médicament en fait qui est prescrit dans les dispensaires locaux, etc. Mais c'est vrai, c'est un médicament qui donne beaucoup d'hypoglycémie. Donc maintenant, on essaie de l'éviter. C'est le médicament qui coûte, c'est le moins cher sur le marché. Sinon, il y a ce qu'on appelle les sulfamides de nouvelle génération, tels que le glimépiride, qui est commercialisé sous le nom d'Amaret. Il est donné en monoprise le matin, avant le repas, ou bien il y a ce qu'on appelle le glyclaside ou le diamicran, qui est aussi c'est un sulfamide qui est donné en une seule prise, donc 1 à 2 comprimés par jour. Alors en une seule prise, même si on va donner 2 comprimés par jour, c'est 60 fois 2, c'est la dose maximale, on les donne en même temps, c'est-à-dire le matin, on demande aux patients de les boire avant le petit déjeuner. Les contre-indications, c'est essentiellement l'insuffisance rénale, hépatique et les allergies aux sulfamides. Les autres médicaments. Donc, tout à l'heure, on a dit il y a des médicaments qu'on donne pour... Madame.
مدام ماناش نسمعوا رانا. مدام الغينيون قصت. اي اش نعملوا نسكروا الانجسترمون ونخرجوا ولا كيفاه؟ نستناها شوية بالك تو تجي. هي خرجت ديجا. هي حلت خرجت غير اي يا مدام. حلت واحدة أخرى. نعرفش اسبيرون ترجع. حتى ما قالوا حالة ريونيون جديدة. حلت ريونيون أخرى.